Ces gardes nous ouvrent les portes du Conseil du peuple, le Parlement syrien. Jihad Laham, le président de l'Assemblée, vient d'adresser une lettre à Claude Bartolone, son homologue français. Son but, convaincre les députés de s'opposer à toute intervention militaire en Syrie, au nom de la lutte contre un ennemi commun, Al-Qaïda. Attaquer la Syrie reviendrait à soutenir les terroristes et contribuer à les renforcer. La France ne peut pas participer à une telle agression. Nous avons deux options, soit nous rendre, soit nous défendre, avec les moyens dont nous disposons. La seconde option est la meilleure. Nous nous défendrons. La Syrie est le dernier État laïque du Moyen-Orient. La Syrie combat le terrorisme aujourd'hui, mais elle l'a aussi affronté dans les années 70, quand elle faisait face aux frères musulmans. Jihad Laham a perdu son père en 1980 lors de l'insurrection des frères musulmans contre Hafez el-Assad. Son frère a été tué il y a 6 mois, selon lui par des djihadistes. Quant à cette femme qui affirme que son mari a été tué par les rebelles, elle adresse un avertissement aux pays tentés de bombarder la Syrie. Les Américains et Israël veulent aider ceux qui nous terrorisent. Mais ils doivent savoir que quand ils en auront fini avec nous, ils se retourneront contre eux. Et ils viendront chez eux pour les tuer. Si vous aviez été parlementaire britannique, auriez-vous voté en faveur de l'intervention en Syrie ? J'aurais voté en faveur de cette intervention à certaines conditions. Je suis farouchement contre toute intervention. Quelles que soient les preuves apportées. Quelles que soient les preuves Même apportées. s'il est avéré que Bachar el-Assad a gazé. Je suis totalement contre, totalement contre. Totalement souhaitable et totalement possible. Monsieur Assad est condamnable ou pas? Bon, en dehors du fait que d'autres pourraient l'être auparavant. Est aux prises avec une guerre civile. Parce que je sais qu'il ne tue que des civils, mais je ne sais pas qui tue ces soldats, alors. Ça doit être le hasard, la malchance. On a l'impression que vous le défendez, là. Je défends la vérité, monsieur. Moi, je suis un homme. On a l'impression que, je suis en un homme défendant la objectif. vérité, vous défendez monsieur Assad. On m'a fait le même reproche en Libye, quand l'armée française s'est vantée d'avoir fait 10 000 sorties militaires contre les armées de Kadhafi. Le résultat, nous l'avons. Première déclaration du responsable nouveau, c'est qu'on va établir la charia. L'anarchie règne dans le pays, la torture est de règle. Voilà ce que M. Bernard-Henri Lévy et M. Sarkozy ont fait. Alors pas le même format, ce sera peut-être pas la France, j'en sais rien, j'espère que la France en serait. Je ne crois pas que le rôle de la France soit d'être la police des méchants. Je crois que la France doit, lorsqu'elle déclenche une guerre, défendre ses intérêts. Or là, ses intérêts ne sont pas en jeu. C'est sans doute et pratiquement certainement que le régime de Bachar el-Assad a utilisé l'arme chimique contre son propre peuple. La communauté internationale ne peut pas laisser faire ce crime contre l'humanité. Pas question que demain on puisse se dire on ne savait pas. On sait, c'est très grave, c'est un crime contre l'humanité. C'est ce que disait Jean-Marc Ayrault hier soir. Il y a un dictateur qui massacre son propre peuple. Un crime contre l'humanité qui est en train de se produire sous nos yeux, un conflit qui dure depuis trop longtemps. Très rapide. Donc dire que c'est un crime contre l'humanité, comme l'a fait Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, hier soir. C'est déjà nécessaire, oui. Et après ? La puissance doit être assumée. La puissance au service, alors, du droit, soit du droit avec un D majuscule, lorsque c'est possible au Conseil de sécurité, soit au service du moindre mal. Parce que ça, c'est un élément très important que vient de souligner Frédéric Ancel. S'appuyer sur le paradigme de la puissance et dire, à un moment donné, la puissance doit s'exercer pour faire valoir les valeurs et la légitimité. Prolongeons un tout petit peu votre raisonnement. La puissance est en train de changer de main. Est-ce que vous ferez le même raisonnement quand dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'autres pays, prenons l'exemple de la Chine, utiliseront le même argument que celui qu'utilisent les États-Unis? Donc Jean-Marie Le Pen, clairement, vous souhaitez son maintien, son soutien. Enfin... Je ne souhaite rien du tout, monsieur, j'observe. Je suis neutre. On a l'impression d'écouter quand même. Infiniment, mon opinion est liée au sentiment que j'ai de la vérité. Et quand je vois des campagnes de propagande, eh bien, je me défie. Je compare ce que dit la propagande et ce que je vois moi-même. Ce que je peux contrôler moi-même, les informations qui me parviennent, et elles ne sont pas parallèles, voyez-vous. Par conséquent, je conserve ma liberté, à moins que vous ne me disiez, Monsieur Le Pen, vous avez encore dérapé, vous devez condamner Assad. C'est pas possible, c'est impossible, il faut condamner Assad. Il est très important
que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts, et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Là, on voit peut-être le lobby militaro-industriel, certains intérêts pétroliers et comment dirais-je, Israël avec sa stratégie du Grand Israël. On a vraiment l'impression qu'il faut à tout prix mettre des islamistes radicaux partout autour d'Israël et même de force pour justifier après une espèce de croisade contre l'islamisme qu'on aura mis de toutes pièces en place qui justifierait une extension de territoire d'Israël sous des prétextes défensifs et surtout qui ferait converger aussi tout le commerce de l'énergie vers Israël. Nous avons avec nous Samir Saul, professeur d'histoire au Cerium de l'Université de Montréal. Bonjour Monsieur Saul. Bonjour. Quelles sont les options du président américain? Parce que là, il est un peu piégé par sa fameuse ligne rouge. Il a déjà dit qu'il ne fallait pas la franchir, cette ligne rouge-là. On ne peut quand même pas rester les bras croisés quand il y a une attaque chimique. Le problème est que les États-Unis ne sont pas des justiciers. Et ils n'ont aucun mandat international pour agir. Ils sont même partie prenante du conflit en Syrie. Les États-Unis sont des alliés des groupes armés. Ils parlent comme s'ils étaient des arbitres neutres, mais ils ne sont pas neutres. Ils font partie du conflit. Assad, qui gagnait la guerre avec des moyens classiques, aurait utilisé des moyens interdits et aurait pour cela bravé l'opinion publique mondiale et les loukas américains de la ligne rouge. C'est vrai que le franchissement de cette ligne rouge, qui est la violation du droit international stable depuis 1925, interdiction d'armes chimiques. Par un dictateur qui tue son propre peuple, ne peut pas rester sans réaction de la communauté internationale. Ça ne peut pas rester sans réaction de la communauté internationale. Nous soutenons tous les efforts du président de la République pour que cette réaction soit à la hauteur de la ligne rouge qui a été franchie. Mais on entend depuis des mois, depuis un an, depuis plus, si la ligne rouge est franchie, la ligne rouge c'est l'utilisation d'armes chimiques, il va se passer quelque chose. Et là, on attend. Ben voilà, il s'est passé quelque chose et maintenant... La ligne rouge est franchie, donc il faut qu'il y ait réaction. Bien entendu, ça ne peut plus être comme hier. Et depuis une semaine, Bachar al-Assad est soupçonné d'avoir franchi la ligne rouge tracée par Barack Obama. William Lawrence, vous connaissez bien le sujet, vous avez été conseiller à la Maison-Blanche auprès de Barack Obama pendant plusieurs années. Est-ce que vous pensez aussi que les Américains veulent faire la guerre en Syrie pour envoyer un avertissement à leurs autres ennemis? Est-ce que pour vous aussi, l'attaque chimique d'Al-Ghouta est un prétexte? Ils veulent frapper la Syrie pour envoyer un message à la Corée du Nord et l'Iran. Moi, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Mais moi, je crois encore et toujours que Barack Obama ne veut pas entrer dans la guerre. À mon avis, il n'est pas encore convaincu. Beaucoup de militaires américains disent « nous ne voulons pas aller faire la guerre pour Al-Qaïda en Syrie ». Donc vraiment aujourd'hui, on voit qu'il y a une disjonction totale entre les peuples, y compris d'ailleurs les militaires et les pouvoirs des pays comme les États-Unis ou la France, qui veut bien dire que les gens qui sont au pouvoir dans ces pays, la France et les États-Unis, n'ont plus aucune légitimité et sont ouvertement des ennemis de leur peuple et des gens qui travaillent contre les intérêts des peuples et des nations à la tête desquels ils sont. Et là, ça pose vraiment la question, qui a intérêt à ces guerres? On voit très bien que les sionistes mondialistes sont prêts même à sacrifier le petit peuple israélien pour leurs intérêts, comment dirais-je, de Grand Israël, qui sont un projet qui n'est pas un projet du peuple israélien, qui est un projet des sionistes mondiaux, qui sont aux États-Unis, qui sont malheureusement aujourd'hui à la tête de la France, à travers des gens comme Bernard-Henri Lévy, comme Fabius et tous les soumis qui leur obéissent. Le massacre chimique. The massacre. The chemical massacre. Qui est intervenu en Syrie et dont, à l'évidence, la responsabilité est celle du régime, ne peut pas être acceptée. La situation et les faits sont en train de leur donner tort. Ils pensaient nous convaincre qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, alors même que le régime syrien vient de le dire lui-même. Ils voudraient nous faire croire que l'intervention militaire serait dans tous les cas totalement illégitime et inopportune, au moment même où chacun comprend que c'est la menace militaire, l'effectivité de cette menace, qui a ouvert
qui a ouvert une nouvelle porte. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de, enfin la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. On voit aujourd'hui l'opinion publique majoritairement contre cette intervention, quand les socialistes semblent, eux, majoritairement pour. Il n'y a aucun doute sur la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans ces massacres chimiques. Le gouvernement et le président de la République en ont l'absolue certitude et tous les faits concordent à établir cette réalité. Bon, c'est pas la première attaque chimique, celle de la Ghouta, est une... C'est la première qui est avérée, en tous les cas. Comment non? Si, non, il y a eu celle de Khan el-Assel qui a été avérée, pour lesquelles et la Grande-Bretagne et la France et les États-Unis ont refusé absolument qu'il y ait enquête. Il y a quelques mois, l'observatrice à l'ONU, Madame Del Ponte, nous disait que c'était les rebelles islamistes qui utilisaient les armes chimiques. Je crois qu'à la question de savoir si les éléments sont sérieux qui permettent de penser qu'il y a une attaque chimique et que le régime de Bachar el-Assad en porte la responsabilité, je pense que oui, les éléments sont extrêmement sérieux. Oui ou non, la France doit-elle intervenir en Syrie? Oui. Oui. Oui ou non, Europe Écologie Les Verts sont-ils divisés sur ce sujet? Non. Les présidents des groupes dans les 3 assemblées, aussi bien Daniel Cohn-Bendit que François de Rugy, Barbara Pompili, moi-même, Noël Mamère, qui a parfois une parole plus libre que les institutionnels peut-être que je viens de vous dire. Tout ce monde-là est pour. L'ensemble du bureau exécutif du mouvement, la plupart, la très grande majorité, voilà. Il y a un massacre chimique qui est établi. Il y a la responsabilité de M. Bachar el-Assad, il faut une réaction qui peut prendre une forme, je ne veux pas être plus précis, de force. C'est-à-dire? Une réaction, je dirais, j'essaye de trouver le mot, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. Vraiment, je demande qu'on y réfléchisse. Là, nous sommes sur la poudrière du monde aujourd'hui, à cet endroit-là. Nous ne pouvons pas pousser un pion à un endroit sans que c'est une conséquence immédiate sur le Liban et une conséquence immédiate sur Israël. Il y a des menaces de frappe d'Israël. Vous pensez que c'est sérieux? Sur l'Iran? Je ne sais pas, je ne suis pas lié au service de renseignement israélien, donc je ne peux pas vous dire. Je sais que... Mais ce n'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi entendre quelque chose. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire et à coup de bombe atomique son voisin. Moi, je pense que nous avons intérêt à frapper cette famille et les familles qui dirigent au portefeuille, à la caisse, parce que c'est la seule chose qui les impressionne. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. On voit très bien qu'en France, ceux qui veulent à tout prix la guerre sont systématiquement des judéo-sionistes déclarés, Bernard-Henri Lévy, Laurent Fabius, même à l'UMP on voit que Fillon est contre puisqu'il est catholique et que Copé est pour. S'il n'y a pas le consensus unanime du Conseil de sécurité de l'ONU, il faut alors une coalition le plus large possible. Liquider tous ceux qui ne sont pas d'accord. Liquider. La force et la destruction ne vont jamais dans l'intérêt des peuples. Or, nous, Algérie, nous avons créé un État et nous avons conquis notre droit à l'existence et nous devons le défendre. L'Algérie est en train de défendre simplement un principe du droit contre les émotions, les désirs de puissance d'un Hollande. Il va punir Assad. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Aller punir un chef d'État. Il est qui? Il est Zorro? Il est Rambo? Je suis sorti renforcé encore dans ma détermination. La chose que je demande, c'est que l'ONU, puisque c'est son rôle,
fasse la démonstration qu'il y a eu usage des armes chimiques, ça semble être une évidence, et qui a utilisé ces armes, utilisé ces armes chimiques. Je conçois bien cela, et ça a été une ligne directrice de la diplomatie française depuis toujours. Pas d'intervention de force sur la scène internationale sans feu vert du Conseil de sécurité, parce que c'est la source de la légalité internationale. Mais on voit bien aujourd'hui que dire cela, c'est ne rien faire. Si on décide une intervention militaire, il faut qu'il y ait une concertation avec la Russie. Je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas ignorer la Russie qui joue un rôle considérable dans cette région. Et nous avons la difficulté que le Conseil de sécurité est bloqué par l'attitude irresponsable de la Russie. Il faut rappeler à la raison notamment M. Poutine, parce que cette façon de soutenir, de fermer les yeux pour un grand pays est tout à fait inadmissible. Avec en effet des États comme la Chine et la Russie qui posent un certain nombre de difficultés. Mais nous étudions d'autres options. Puisque la Russie ne bougera pas. J'ai eu moi-même de longs entretiens avec mon homologue russe, Sergei Lavrov, pendant des mois et des mois sur ce sujet. J'ai essayé de tout faire pour le convaincre qu'on ne pouvait pas continuer à soutenir Bachar el-Assad. Et pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Je vois mal Poutine au G20 changer de position. Hier, nous avons passé toute la soirée à évoquer la Syrie. Достаточно долго разговаривали, закончили только в час ночи по Москве, а потом у меня еще с господином Кэмерон до полтретьего было двухстороннее. Nous avons terminé à 1h et à 2h30 du matin, j'ai eu un entretien bilatéral avec M. Cameron. Monsieur Cameron, qui m'a déclaré que cette division entre moitié-moitié était importante, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'Arabie saoudite, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, etc. sont en faveur d'une intervention militaire. Monsieur Cameron était également pour une intervention, mais le Parlement britannique s'est exprimé contre. L'Allemagne a aussi été très prudente et n'est pas prête à participer à une intervention militaire. La Russie, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Italie, tous ces pays se sont exprimés contre une intervention militaire en Syrie. Tout comme le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et donc, se retrancher derrière le feu vert du Conseil de sécurité, c'est en réalité se rendre complice de l'inaction. Vous savez par ailleurs que le pape s'est exprimé en disant clairement qu'une nouvelle vague d'intervention militaire était inacceptable. Je suis content d'ailleurs de voir aujourd'hui que le pouvoir militaire égyptien, qu'on ne savait pas trop comment définir, annonce qu'il fermera le canal de Suez pour empêcher effectivement que les armées de la coalition sataniste passent par le canal pour aller attaquer la Syrie. Donc ça, c'est un bon indice à entendre, puisqu'on se pose la question sur l'affaire égyptienne de savoir qui sont les pires des frères musulmans et de l'armée, sachant qu'effectivement les deux sont plus ou moins soutenus par les États-Unis, mais... Bon, il y a eu le Liban ensuite et l'Irak qui ont pris position. Il faut préciser à Abbas Jarrad que 4 pays arabes se sont opposés à ce conflit, l'Algérie, la Libye, l'Irak et le Liban. Pour des raisons peut-être communes, pour des raisons différentes. Mais l'Algérie, sa position était très, très claire, c'est de dire qu'il faut une solution politique. Et ça, sa démarche a été depuis le début. Depuis le début. Maintenant, les gens veulent que l'Algérie cherche à aller en guerre. Il faut que je leur rappelle qu'une des doctrines, un des fondements de la doctrine de notre diplomatie, c'est la non-intervention dans les affaires intérieures des autres pays et la solution politique interne à chaque pays. C'est clair et net et précis. L'Égypte rejette toute intervention militaire en Syrie. Non pas pour soutenir un régime qui n'écoute pas la volonté de son peuple, mais en raison de sa politique issue de la Charte des Nations Unies qui ne permet pas l'utilisation de la force, sauf en cas de légitime défense. Ce qui est en train de se préparer éventuellement, c'est une prise de position et un engagement de la France qui ne correspond pas à ce que la France a toujours été, veut être, dans un conflit qui est d'une immense complexité. La France, c'est quand même le droit de l'homme, c'est l'ingérence humanitaire, le devoir d'ingérence, on y est là. Troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire.
Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés, et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Monsieur le ministre, vous avez, il y a maintenant quelques semaines ou quelques mois je crois, fait une déclaration qui a pu laisser perplexe un certain nombre d'esprits français, et j'aimerais que vous nous en disiez plus. Il semblerait que, d'après ce que vous avez dit, vous allez me corriger ou m'affirmer si c'est bien le cas, vous ayez été approché il y a un peu plus de 2 ans, avant que la guerre civile n'éclate en Syrie, par des services secrets britanniques et américains qui travaillaient à ce qu'une insurrection, non pas populaire, mais une insurrection de l'armée, une insurrection d'opposants à l'armée, une insurrection opposante au régime de Bachar el-Assad, puisse se fomenter, puisse se constituer. Dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé? Et est-ce que vous confirmez? Je le confirme, mais si vous pouvez vous approcher un tout petit peu du micro. J'étais donc à Londres il y a à peu près 2 ans et demi pour des affaires purement civiles et commerciales. Oui. Et je me trouvais dans un ensemble de gens responsables de politique internationale, parmi lesquels se trouvaient mes interlocuteurs. Et l'un d'eux, nous avons eu plusieurs rencontres, déjeuners, dîners, est venu me dire, écoutez, nous serions intéressés par savoir ce que vous pensez de ce qui va se passer en Syrie. J'ai écouté volontiers, et je me suis retrouvé le lendemain avec un aéropage de pas plus de 5-6 personnes, mais des gens vraiment formés, intéressés, qui m'ont exposé que se préparait une offensive sur la Syrie pour changer le gouvernement. Alors il y avait là des militaires syriens en exil, et il y avait là des Anglais, un Américain qui était un peu comme ça, passe-partout, mais il faut se méfier des Américains qui passent partout. Oui. Ils sont peut-être faits pour ça. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. C'est tellement facile, à chaque fois qu'il y a un problème dans le monde, d'utiliser la force. Guerre de l'opium en 1840, les Chinois, un bateau qui coule, paf, les Anglais frappent. Guerre des Boers, 1900, quelques soldats britanniques qui meurent, paf, on intervient militairement. 79, les Chinois au Cambodge contre le Vietnam. On a là un ministre des Affaires étrangères, et non le moindre, qui est anti-interventionniste. J'ai pu constater, et avec moi tous les Français, que deux autres anciens ministres des Affaires étrangères, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas très favorables aux néoconservateurs américains, messieurs Védrine et Juppé, ils sont favorables. Pourquoi? Pour une question, encore une fois, de crédibilité. Je pense que de toute façon ce régime va tomber et doit tomber. Il se trouve qu'on a reçu ici, dans ce studio, Hubert Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères, comme on le sait, après vous, qui a tenu des positions très hostiles à l'agression américaine occidentale contre l'Irak en 2003, qui était défavorable à ce que la France puisse s'engager là-bas, qui avait tenu un discours assez anti-impérialiste, assez anti-néoconservateur, etc., puis qui, bizarrement, depuis quelques années, semble évoluer, à savoir qu'il a soutenu la guerre pour renverser Kadhafi en Libye. Il est actuellement favorable à la guerre en Syrie.
Il est favorable au maintien de la France dans la structure otanienne. Il a fait un rapport du reste. Il a fait même un rapport, puis il y a eu une polémique avec Régis Debray qui était intéressante. Et ici même, je me suis un petit peu opposé à lui sur toutes ces questions-là, en lui posant quand même un certain nombre de questions référentielles et révérentielles à l'égard du ministre qu'il était, mais néanmoins, il invoquait systématiquement le chapitre 7. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui parlait de la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes, est-ce que les peuples sont représentés par leurs élites, etc., il invoquait le chapitre 7. Alors, est-ce que c'est par légalisme, est-ce que c'est par cynisme, ou est-ce que Hubert Védrine est devenu un bien-pensant, justement? Écoutez, je ne dirais pas que c'est par cynisme. Soyons corrects quand même avec nos successeurs. Oui. Je crois qu'il a évolué dans le temps pour des raisons qui le regardent, dont il m'a fait part, donc je n'en ferai pas usage publiquement, mais qui tendent à penser que son désir de revenir dans un contexte, le contexte actuel lui serait favorable dans cette hypothèse, de revenir au Quai d'Orsay l'oblige à se placer par rapport aux bien-pensants. Ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002, Hubert Védrine était l'invité d'Enrico Braciotti et de la Monaco Mediterranee Foundation dans le cadre d'une conférence dont le thème était « Un nouvel ordre va-t-il surgir du désordre actuel du monde ?» Beaucoup de gens croyaient qu'il y avait une communauté internationale, un nouvel ordre mondial qui allait naître de la fin de la guerre froide à la fin de l'Union soviétique. Vous voyez, on est obligé de constater que ce n'est pas le cas. Donc, Hubert Védrine a donné cette conférence à l'Hôtel de Paris dans la salle Belle Époque, comble pour l'occasion. Prochaine conférence organisée par la Monaco Mediterranee Foundation le 18 mars avec Thierry de Montbrial sur le thème « Quête de sens et relations internationales ». Au point où on en est, répétons-le, s'il n'y avait rien, c'est un très mauvais signal. C'est un signal d'impunité. Ne rien faire, ce serait le déshonneur des démocraties. Je crois vraiment que le pire serait de ne rien faire et de laisser penser à ce dictateur-là et peut-être à d'autres qui peuvent agir comme ça en toute impunité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul pays européen qui est d'accord pour une intervention militaire en Syrie et par conséquent, François Hollande est obligé aujourd'hui de calmer ses propres ardeurs dans ses volontés guerrières dont je persiste à dire qu'elles auraient évidemment des conséquences dramatiques puisqu'elles consisteraient à venir apporter une aide évidente à Al-Qaïda, au fondamentalisme islamique qui est aujourd'hui à l'œuvre en Syrie. En fait, il faut savoir que dans les médias arabes, il se dit que c'est le pouvoir français qui s'excite le plus pour obtenir du support pour le terroriste. Le pouvoir français, les Français sont en pleine ébullition à l'ONU et à d'autres endroits pour essayer d'obtenir de l'aide pour les terroristes. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Et là, il y a une contradiction totale et un mensonge total, c'est plus qu'une schizophrénie, c'est une saloperie, c'est que on prétend finalement montrer du doigt et désarmer en France des gens qu'on fabrique de toutes pièces et qu'on envoie se battre et qu'on encourage effectivement dans le djihad, non seulement en Syrie, mais finalement partout dans le monde arabe et puis même au Maghreb. Donc là, il faut mettre, je dirais, le système Fabius là, face à ces contradictions, à ces mensonges. Vous êtes pour ou contre les djihadistes François Hollande a déclaré jeudi que la France et la Grande-Bretagne exerçaient des pressions auprès de l'Union européenne pour lever l'embargo syrien afin d'envoyer des armes aux rebelles. Les solutions politiques ont échoué, ce qui est regrettable. Mais que, justement, avec la pression militaire, elles peuvent retrouver une consistance. Question simple, comment considérez-vous ces combattants du djihad comme des alliés de la France ou comme des ennemis de la France ? Tous ceux qui combattent dans des groupes terroristes et qui peuvent demain se retourner contre nous, tous ceux qui combattent dans une situation particulièrement confuse aujourd'hui en Syrie, sont des ennemis. Puisque en Syrie, il y a une guerre et il y a un combat juste puisqu'on combat le régime de Bachar. Monsieur le ministre, pour parler clair, tous les combattants français actuellement en France seront poursuivis par la justice, c'est ce que vous dites ? Pas tous, pas tous. C'est la clé. En fait, vous prétendez être contre, mais vous les fabriquez et vous les envoyez en France pour la guerre civile, et en Syrie et ailleurs, et en Égypte et au Maghreb et en Tunisie, pour détruire tout ce qu'il faut détruire, c'est-à-dire les nations arabes, la paix sociale,
Et c'est la question de fond. Voilà. Vous croyez que violer un enfant, lui arracher les yeux puis l'égorger est moins cruel que de le gazer? Je préfère être gazé, moi. Le gaz arrive pratiquement comme une mort douce, quand vous le comparez aux monstruosités qui sont en train d'être commises par les psychopathes, qui sont en train d'affluer de partout dans le monde pour massacrer des populations civiles. Et ils sont soutenus ouvertement, et sans honte et sans gêne, par le pouvoir en France. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Il faut aussi imaginer le scénario après la frappe. Ça fait 2 ans et demi qu'ils ont le temps de réfléchir à ce qui va se passer ensuite. N'oublions pas que depuis le 9e siècle, ce sont les Alaouites qui ont été exterminés en grande partie par les sunnites. N'oublions pas qu'au-delà des 13% d'Alaouites, il y a 10% de Syriens, donc des minorités importantes. Ces minorités, il faut les protéger. Il y a un énorme mensonge de Bachar el-Assad qui fait comme si on avait affaire à une guerre de religion et qu'il aurait face à lui des gens qui sont des djihadistes. Non. Bon, parce que je sais que les rebelles... C'est pas un crime contre l'humanité, vos yeux? D'abord, je sais que les rebelles syriens se marchent main dans la main avec Al-Qaïda. D'ailleurs, même des Syriens expliquent dans l'opposition, et notamment l'opposition non armée, que 80% des interventions des rebelles sont effectuées avec Al-Qaïda. Alors, moi, je voudrais comprendre. Cela fait des années et même des décennies qu'on nous explique qu'il faut aller combattre à droite, à gauche, pour lutter contre le terrorisme, contre Al-Qaïda. Et aujourd'hui, on m'explique qu'il faut aller lutter aux côtés d'Al-Qaïda. La conférence de Doha des opposants à Bachar el-Assad, il y a 1 an, ils ont dit... Le problème, c'est que 55% des gens soutiennent Bachar el-Assad. Et l'OTAN, il y a 4 mois, a dit c'est monté à 70%. 70% de gens qui soutiennent, soit par conviction, soit parce qu'ils trouvent que c'est pire ce qui va arriver. Donc, on n'a pas le droit de faire le bonheur des Syriens contre leur volonté, c'est à eux à décider. Et vous me dites, vive la puissance, je m'excuse, c'est l'argument des puissances coloniales depuis toujours. Donc selon vous, François Hollande ne s'est pas précipité quand il a emboîté le pas des Américains en disant il faut agir, il faut punir? Il ne s'agit pas pour moi de punir. Il faut se mettre d'accord sur le but de guerre. Le but de guerre doit être de protéger les zones libérées par la coalition syrienne. Elle doit être d'affaiblir le régime. C'est au contraire l'aggravation. L'aggravation parce qu'il y a une partie qui se réjouira d'une intervention militaire, symbolique et limitée. Ce sont les djihadistes. Parce qu'à partir de là, ils sont fondés à mener une offensive contre le régime et à affirmer leur légitimité. Rajouter de la violence à une région en crise, c'est toujours servir l'intérêt du plus méchant. Et le plus méchant, en l'occurrence, ce sont les djihadistes. Malgré les évidences aujourd'hui de la situation syrienne, on a une espèce de va-t-en-guerre hystérique qui veut à tout prix nous pousser à la guerre totale en Syrie, en sachant que ça serait le démarrage de la Troisième Guerre mondiale, puisque les Russes ne le veulent pas et que les Américains sont en face. C'est celui qu'on peut appeler le vampire du Quai d'Orsay, l'homme du sang contaminé, Monsieur Fabius. Il n'y a pas opposition entre l'action diplomatique, qui est absolument nécessaire, et l'action sur le terrain militaire. Alors nous n'avons aucun doute sur le fait que les gaz ont été utilisés. Pourquoi ? Parce que d'une part, vos collègues du Monde, qu'il faut féliciter, nous ont remis des échantillons que nous avons fait analyser, et d'autre part, dans une autre circonstance, nous avons remonté toute la chaîne et nous avons fait également analyser les autres échantillons. Et la conclusion du laboratoire est claire. Il y a du gaz sarin. La question de savoir si le président Assad est dans son droit et dans sa liberté d'exercer son pouvoir de président, vous n'y répondez pas aujourd'hui. Madame, Monsieur Assad est un chef de gouvernement qui est aux prises avec une contestation qui est à la fois civile et militaire, puisqu'on parle beaucoup de l'armée syrienne libre, que d'ailleurs on va espérer armer, un peu comme en Libye. Et alors, il y a une vraie question que nous ne réglons pas, c'est il faudrait employer les armes nous-mêmes.
Et je trouve pas anormal de voir les Syriens de l'État, enfin l'État syrien, se défendre contre ces activités. Vous avez posé une question vous-même importante. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, est-ce qu'il ne faudrait pas que les Occidentaux prennent les armes eux-mêmes? J'ai pas l'impression que ça va se faire comme ça. C'est quand même une très grosse guerre, hein, avec des... Vous le connaissez? C'est qu'il est médecin. Oui. Alors on a dit, un Ophtalmologiste. médecin, ça peut pas faire ça. Oui. Ophtalmologiste. Que sa femme était belle, elle est belle. Avec des... Mais il se conduit comme un salaud. Il y a une ligne qui est franchie incontestablement. Donc il y a la démarche ONU. D'autre part, nous discutons avec nos partenaires, les États-Unis, les Anglais, etc., de ce qu'il va falloir faire comme réaction éventuelle. Et toutes les options sont sur la table. Mais c'est un autre aspect. Eh bien, toutes les options, ça veut dire qu'il peut y avoir, ou bien on décide de ne pas réagir, ou bien on réagit, y compris d'une façon armée. Et il faut bien comprendre que cette hystérie belliqueuse de Fabius en Syrie ne représente bien pas les intérêts de la France, ne représente en dernière instance que les intérêts d'Israël. Hein. Maintenant, on veut aller se battre contre la Syrie, et l'Irak et la Côte d'Ivoire, et la Libye. Là, on a laissé un terrain de boule là-bas. Je le dis tout de suite. Ils ont fait un couloir humanitaire entre les Rothschild et les puits de pétrole. C'était ça. On a parlé de couloir humanitaire, c'est une idée qui est très intéressante. C'est le couloir humanitaire, oui, écoutez. Et en plus de ça, la Syrie, je dis aux soldats français, n'y allez pas. Vous allez tous mourir. N'oubliez pas que derrière cette guerre, c'est la Russie et c'est la Chine. Autant vous dire que la France, bon, même si on a inventé le bilboquet, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on vaut. On vaut que dalle, il ne faut surtout pas y aller. Je suis toujours stupéfait de voir que le pays, dont j'ai dirigé la diplomatie avec François Mitterrand pendant presque 10 ans, s'est porté au devant d'événements qui sont, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, l'ABC de l'insurrection. La presse occidentale, donc ce n'est pas moi qui le dis, parle depuis 2 ans de la présence de forces spéciales anglaises, françaises et américaines, mais essentiellement américaines et anglaises, pour former, encadrer et diriger sur le terrain à partir de ce qu'on arabe on appelle Ghurf al-Amaliyat, c'est-à-dire les postes de commandement. Una locura. Ya ha sido una locura armar a los grupos de Al-Qaeda. Los está armando ¿quién? Occidente. Si el presidente Bashar el-Assad fuera asesinado, derrocado, en Siria tomaría el poder los grupos terroristas. Y sepa la Europa, que lo sepa el presidente Hollande, con el cual nos reunimos recientemente, amigo nuestro, que lo sepa Europa, lo sepa Francia, se infectaría de terrorismo toda Europa. On vous envoie vous faire buter, vous revenez égorgé dans des boîtes en bois, parce que vous n'êtes pas préparé, vous êtes envoyé vous allez vous battre en Syrie. Eh ben, franchement, hein, vous allez revenir dans des boîtes en bois, pas en chocolat. Enfin, et puis ça sera en plus toute l'équipe de la racaille qui sera là, qui va prendre dans vos bras votre famille. Oh putain! Vous imaginez des mecs comme ça, comme François Hollande, Fabius, l'homme du sang contaminé, qui nous dit que Bachar el-Assad ne mériterait pas de vivre. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Le 4e grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. On n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et je tiens à rectifier les mensonges qui ont été dits. Le gouvernement syrien est parfaitement d'accord de négocier. Et ce sont les États-Unis, la France et le Qatar qui ont dit non, on ne négocie pas, on veut gagner
militairement sur le terrain. C'est-à-dire que Bachar el-Assad a dit qu'il voulait bien négocier. Oui, tout à fait. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant j'ai la preuve sur les armes chimiques et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit les services secrets m'ont dit que c'est Bachar, il n'y a aucun journaliste pour dire oui mais les preuves un peu sérieuses s'il vous plaît. Le général français Dominique Delaward, ancien chef du bureau situation renseignement guerre électronique de l'état-major interarmes, rejoint le clan des opposants à une frappe militaire contre la Syrie. Il met en cause les accusations formulées par les services de renseignement français contre le régime syrien. Pour cet officier, il n'y a aucun doute, les preuves présentées par le Premier ministre aux députés ne sont ni convaincantes ni crédibles. De ce que j'entends, de ce que rapportent tous ceux qui ont discuté avec les responsables du gouvernement, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'on ne leur a pas présenté des preuves certaines. Lorsque Bachar el-Assad dit ce soir, pour la première fois d'ailleurs, que ce n'est pas lui l'auteur de ces attaques chimiques, vous pensez qu'il peut avoir raison? Ça serait l'opposition qui l'aurait fait? On peut aussi se poser la question, est-ce que Assad avait vraiment intérêt à mener une telle attaque maintenant? On peut se le demander parce que d'abord, il y a les inspecteurs des Nations Unies qui sont là pour enquêter sur 3 autres allégations d'attaques chimiques sur le terrain. Ensuite, pour l'instant, les forces armées syriennes n'ont pas de difficulté à ce point à contenir l'avancée des rebelles avec les armes traditionnelles. Alors pourquoi faire ce genre d'éclat au moment où toute la communauté internationale a justement les yeux rivés sur la question des armes chimiques en Syrie? On a tout de même le droit de s'interroger sur la logique qu'il y aurait avoir une attaque chimique à 3 km de l'hôtel où les inspecteurs de l'ONU viennent d'arriver la veille. Comme je ne crois pas beaucoup au hasard, je m'interroge sur ce point. Et d'autant plus que les rebelles aussi auraient pu mener une telle attaque. C'est une des théories qui est avancée, d'abord par le gouvernement de Bachar el-Assad, mais par d'autres experts aussi. Cet été, par exemple, le gouvernement irakien, les services de renseignement ont annoncé avoir démantelé 2 laboratoires où on tentait de fabriquer des armes chimiques. Ils disent avoir arrêté des gens d'Al-Qaïda qui ont confessé être sur le point justement d'arriver à fabriquer ces armes. J'ai, si j'ose dire, la preuve qu'il n'y a pas de preuve. Les preuves, elles seront montrées aux responsables des groupes parlementaires. Les preuves, elles sont aujourd'hui absolument nettes, absolument évidentes, et c'est pourquoi elles relèvent des différentes sources de renseignement, et elles seront d'ailleurs, pour une part, rendus publics. Ce sont des éléments qui ont été vérifiés par les services français. Là, le doute n'est plus permis en ce qui me concerne. Des preuves en sable. Ce sont les services secrets français qui affirment ça. Vous dites aujourd'hui, les services secrets français mentent. Non, mais j'en sais rien d'ailleurs, peut-être. Mais ça n'est pas une condition pour intervenir. Ah bon? Mais non, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller entrer dans cet engrenage infernal. C'est pas un crime contre l'humanité, ça? Non, mais intervenir, ce serait forcément aider les rebelles islamistes à arriver au pouvoir. Et vous pensez que ce serait mieux? Non, ce serait pas mieux. Ce serait le massacre des chrétiens, ce serait le massacre des alaouites et des minorités, et ce serait un recul considérable pour les Syriens, et notamment pour le droit des femmes. Donc il faut laisser faire. Je ne suis pas la seule à dire ça. J'ai la citation de Monsieur Juppé, par exemple, qui est l'ami de Monsieur le maire, qui disait « Il ne faudra plus alors continuer à verser des larmes de crocodile, il nous restera le silence de la complicité. » Si jamais il recommence à gazer, ces crimes-là, nous les aurons sur la conscience. Et c'est une écologiste pacifiste qui vous le dit. Tous ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, en tout cas beaucoup de ceux qui ont participé à la réunion de Matignon, sont sortis avec le sentiment qu'il n'y avait pas de preuves. Les preuves, on n'a aucune preuve. Les armes chimiques ont été répandues, les rebelles les ont utilisées, Assad peut-être, mais nous n'avons pas les preuves. C'est une participation au renversement d'un régime, et la question alors qui se pose, c'est qui derrière? Et vous craignez les fondamentalistes, les islamistes? Ça n'est pas que je crains, c'est que je vois. Et on se précipite ainsi, comme ça, dans un conflit avec des conséquences incalculables, et pour mettre qui à la place d'Assad? Les islamistes fondamentalistes que nous combattons au Mali? Toutes les manipulations sont possibles dans une guerre de cet ordre. Écoutez bien. En réalité, nous sommes très près, à mon avis, de la fin de la guerre civile en Syrie. Les derniers événements, l'attaque des rebelles, ça me choque toujours un peu de dire le mot rebelle, parce qu'en réalité c'est le peuple. Eh bien, les rebelles ont réussi un grand coup. Écoutez bien.
après moi, le déluge. La grande guerre de fin des temps qui commence par une guerre entre l'Occident et l'Orient. Et durant cette Gog ou Magog, chaque jour, 1/7 de cette puissance contre Israël va disparaître. Alors, Batik Rachon qu'on vit ce sous-côte-là, Gog ou Magog, voilà. If there has been a use of chemical weapons, it was Al-Qaeda who used the chemical weapons. Who gave Al-Qaeda the chemical weapons? Here's my theory. Israel gave them the chemical weapons. What is happening in Syria simply demonstrates what will happen if Iran gets even deadlier weapons. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement iranien a dit qu'une guerre contre la Syrie aurait des répercussions sur Israël. Qu'en pensez-vous? Ah oui. De quelle manière il peut y avoir des répercussions sur Israël? De quelle manière? D'abord, les Israéliens sont déjà impliqués dans l'affaire. Ils ont déjà bombardé la Syrie. Donc c'est une guerre. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, il y a quelques années, une guerre où on a d'un côté Israël, les Turcs, Al-Qaïda, etc., contre Iran, les Russes, Hezbollah. Mais c'est un conflit inimaginable. Voilà. Inimaginable. Si ça dérape, on ne sait pas comment ça dérape. Et si pour finir, il y a un conflit entre les Arabes et nous, alors les images d'enfants gazés par les Syriens, mais dans les nouvelles par les sionistes, d'accord, ça fait très mal pour les Juifs de France. On doit faire en sorte qu'il y ait, oui, une frappe, voilà, disons les choses, une intervention armée pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'utilisation d'armes chimiques. D'où également cette nécessité d'intervention, et excusez-moi de conclure là-dessus aussi, Iran derrière. Maintenant s'enclenche une mécanique qui est extrêmement lourde de conséquences, qui est une guerre dans laquelle une partie de l'Occident veut s'engager avec l'Iran comme cible ultime. Plus l'alliance avec l'Iran, n'est-ce pas? Parce que l'Iran est derrière tout ça. On va en parler bien sûr. Je pense qu'il faut absolument, d'une façon ou d'une autre, intervenir. Donc le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Ce qui se passe en Iran, je voudrais faire écho à cela en quelques mots. La bombe atomique, c'est non. Je vais peut-être, cette fois-ci, vraiment vous décevoir. Je ne suis pas pour une guerre, je suis pour une intervention symbolique. Et quand je dis symbolique, par exemple, frapper un palais présidentiel. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est une diplomatie qui n'a ni queue ni tête. Moi, je pense très sincèrement qu'il s'agit d'une arnaque politique calculée de la même et exécutée de la même manière que celle dont nous fûmes tous victimes dans l'affaire de l'Irak. Autrement dit, c'est un coup monté. Sachant que le passé nous a démontré qu'il y avait eu beaucoup de mensonges quand même dans ce type d'intervention. Moi, je me souviens de Colin Powell avec ses petites fioles. À la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, devant le monde entier, une fiole censée contenir les armes chimiques de destruction massive que détenait Saddam Hussein, et l'on a su, après la terrible deuxième guerre d'Irak qui a fait des centaines de milliers de morts, que cette fiole ne contenait que de la poudre de perlimpinpin. Alors quand on voit le représentant des États-Unis, de la première puissance mondiale, qui ment de façon aussi effrontée à la tribune des Nations Unies... Il nous expliquait qu'il fallait attaquer l'Irak en 2003 parce qu'il y avait des armes de destruction massive, il n'y en avait pas. Vous n'en êtes pas sûr? Moi, je ne veux pas qu'on nous refasse le coup de l'Irak. Souvenez-vous, on est parti en guerre. Les chefs d'État américains, le Premier ministre britannique et François Hollande semblent c'est exactement la même chose lors de la guerre en Irak. Nous ne pouvons pas accepter que ce processus soit sans fin, ce que l'Irak espère en ce moment même. Si on prolonge trop ce processus, le monde regardera ailleurs. On ne peut pas s'accommoder et regarder ailleurs. La Syrie, seul pays arabe au Conseil, a ouvert le bal en apportant un soutien sans réserve à la poursuite des inspections, soulignant que l'on accusait l'Irak de ne pas respecter les résolutions de l'ONU alors qu'Israël en a ignoré plus de 500 et qu'il possède des armes de destruction massive. C'est-à-dire que ça ne restera pas sans réponse adaptée, proportionnée. Oui. Proportionnée à des massacres, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Je n'aime pas cette diplomatie de cow-boy. C'est une diplomatie de cow-boy. M. Obama est en va-t-en-guerre, semble-t-il, peut-être pas son opinion publique. Mais M. Obama a qu'à y aller, il a qu'à nous montrer ce qu'il sait faire. On a vu les exemples en Afghanistan et en Irak. Ça n'est pas conforme à nos intérêts nationaux. Ça n'est pas voulu par une très large majorité de Français. Ce serait se soumettre évidemment aux États-Unis, et puis ce serait très dangereux parce que l'objectif ce serait d'aider les islamistes radicaux à prendre le pouvoir en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a suffisamment déjà d'éléments
pour mettre fin à ce qui s'apparente de plus en plus aujourd'hui à une humiliation pour la diplomatie française, une humiliation pour le président de la République François Hollande, pour tous les va-t-en-guerre d'ailleurs, à l'UMP et au Parti socialiste, et surtout pour la France. Et c'est ça le plus grave. Moi, j'ai pas envie que mon pays soit engagé dans un nouveau bourbier. Nous avons perdu beaucoup de temps et maintenant c'est encore plus difficile. Mais je suis partisan d'une intervention. Vous connaissez plus pacifiste que ça quand même. Ah mais moi chez je vous. suis totalement pacifiste. On ne peut pas être pacifiste d'un côté. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez jamais entendu. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu tenir d'ailleurs des propos contre notre armée. Parce que c'est parce que justement, contrairement je suis à votre pacifiste, candidate à la présidentielle. C'est parce que justement je suis pacifiste que nous avons d'ailleurs besoin d'une armée française. Elle avait fait une grosse bêtise en demandant la suppression du 14 juillet. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Répondez-moi. Ça n'aurait pas de sens pour moi d'être pour une intervention pour des bombardements et refuser de donner des armes aux opposants. Je me souviens d'Eva Joly, la candidate, qui critiquait le 14 juillet, qui était assez antimilitariste. Et là, je vous trouve quand même assez... Je n'ai jamais été antimilitariste. Il faut faire la guerre parfois. C'est très différent. Oui, c'est vrai, ça fait un peu Lucky Luke. On tire et on pose des questions. Et on négocie avec qui? Non, mais c'est pas ça. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de terroristes en face? C'est que, en vérité, peut-être même qu'il fallait intervenir déjà avant. Voilà. Donc là, il y a des faits qui sont là. Intervenons. Vous croyez que je n'ai pas compris ce qui se passe, ce que sont en train de faire les Nord-Américains à leur manière, en prenant le prétexte d'une buse butée et bornée comme M. Bachar el-Assad. C'est une nouvelle fois étendre les doigts, contrôler le monde. De temps en temps, il faut pouvoir utiliser la force. Il y a des guerres. Juste, j'invente rien, Saint-Augustin l'a dit bien avant moi. Et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez. Par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar el-Assad a gagné? Ah oui, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Si on décide, en effet, que c'est les opinions publiques qui ont le droit de décider de la guerre et de la paix... Vladimir Poutine sera-t-il le prochain prix Nobel de la paix? C'est en tout cas le souhait de plusieurs députés et autres personnalités russes qui saluent le rôle essentiel joué par leur président dans la crise syrienne. Selon eux, Poutine a empêché un conflit mondial de grande ampleur. Ils ont envoyé leur proposition au comité Nobel. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix pour 2013 doit être attribué à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, pour son travail considérable en vue d'éliminer les armes chimiques. Oui, là c'est un petit sujet, c'est marrant, c'est que là il y a eu la remise du prix Nobel de la paix, et on se serait attendu à ce qu'il soit donné à Vladimir Poutine, qui s'est battu de façon très très intelligente sur le plan diplomatique pour éviter le déclenchement pratiquement de la Troisième Guerre mondiale en Syrie. Et on se serait attendu à ce que Poutine ait le prix Nobel de la paix, et ils ont filé ça à une espèce de truc, de structure onusienne. C'est d'ordinaire loin des projecteurs que s'effectue le travail des experts de l'OIAC. Entrée en fonction en 1997, l'organisation a pour mission principale de superviser le démantèlement de tous les arsenaux chimiques à travers le monde. Cette institution a effectivement effectué un travail remarquable depuis une dizaine d'années, un petit peu, je dirais, dans l'ombre et à l'abri des médias, et qui, globalement, a permis l'éradication quasi totale de l'arme chimique de la surface de la planète. Soi-disant pour le démantèlement des armes chimiques, qui consiste à démanteler les armes chimiques en Syrie, mais de jamais toucher aux armes chimiques de l'hyperpuissance américaine, qui en est gavée jusqu'à la gueule. Donc c'est bien que les gens comprennent à travers toute cette mascarade, tout ce grotesque, que ce que les gens identifient de façon un peu automatique à des vraies valeurs, à des vrais mérites, sont en fait des moyens de domination et d'asservissement. Et on peut pratiquement le dire de tous les prix Nobel aujourd'hui. Donc ce genre de vulgarité, de grossièreté aide à faire comprendre aux gens que tout ça, prix Nobel, ONG, ONU, Conseil de sécurité, tout ça, ce sont des instruments de domination de l'oligarchie mondialiste, on va dire, atlantico-sionisto-bancaire, et rien d'autre. Voilà, ça n'a pas de valeur, c'est de la merde. Voilà. Ah oui, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Study.
Instead, they be out there hating, got them boy them now, them a rock team, cause I go hard like Vladimir Putin.